Bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre dans l'info continue ce jeudi 27 novembre 2025. C'est sans doute l'une des nouvelles qui réjouit plus d'un Béninois, la pluralité des partis candidats aux élections législatives de janvier 2026. La Sénat a publié hier la liste des partis politiques retenus et le compteur affiche 5 aspirants, dont 3 de la mouvance et 2 de l'opposition. Chacune de ces formations politiques devra batailler dur pour prétendre au partage des sièges. 20% constitue l'un des carrefours incontournables pour l'ensemble des prétendants. Un carrefour quelque peu complexe pour certains qui ont fait l'option d'aller seuls en toute conscience et sans doute en toute confiance. On verra ce soir les défis qui sont ceux de tous ces partis politiques qui se lancent dans l'aventure des législatives. Comment vont se comporter les partis de la mouvance qui, bien entendu, devront s'affronter dans les mêmes communes, dans les mêmes arrondissements et pourquoi pas dans les mêmes circonscriptions électorales. Quel sera sur le terrain le narratif de l'opposition qui n'entend rien rater de cette élection qui conditionnera son retour, pour ne pas dire sa présence à l'Assemblée nationale. On mène donc le débat ce soir avec Romuald Ronroui. Il est journaliste. Romuald Ronroui, bonsoir. Bonsoir Wahab Alekpara, bonsoir aux amis téléspectateurs de Canal 3 Bénin. Vous êtes en face de Juste Akapo. Juste Akapo, bonsoir. Bonsoir Wahab et bonsoir à nos très chers amis téléspectateurs de Canal 3 Bénin. Romuald Ronroui, enfin l'opposition sur la liste de la compétition des législatives de 2026. Oui, on pourrait être tenté de dire que enfin, vous avez raison, parce que ils étaient. En fait, je ne ferai pas l'affront de dire que l'opposition était au rendez-vous en ce qui concerne la présidentielle. L'opposition était au rendez-vous en ce qui concerne les communales à travers donc le parti FCBE, même si c'était une opposition modérée. Oui. Donc, certains ou bon nombre d'observateurs auraient voulu que le parti d'opposition, les démocrates, puissent quand même être au rendez-vous de ces deux échéances que j'ai suscitées. Et aujourd'hui, avec déjà cette décision de la Sénat, on se voit donc de dire que oui, le parti, donc les démocrates, en ce qui concerne cette étape, qui permet quand même d'avoir cette étude de conformité. On pourra dire que le parti présidé par Thomas Boniaï, justement, pourrait se retrouver dans les starting blocks pour les législatives du 11 janvier prochain. D'accord. Alors, comment vous voyez, juste à Capo, ces données liées donc à cette participation de l'opposition aux législatives prochaines? Alors, pour ce qui est du constat que nous faisons actuellement, nous pouvons quand même nous réjouir du fait que deux forces d'opposition majeures, je dis majeures parce que ce sont ces forces d'opposition-là que nous avons beaucoup plus remarqué ces derniers temps en ce qui concerne l'animation de la vie politique, à savoir FCBE et les démocrates. Et pour ce qui concerne GSR, c'est un parti dont on n'en a vraiment pas entendu parler en ce qui concerne les actions, les activités. Et donc, quand on se réfère aussi aux différentes difficultés que le parti et les démocrates a connues tout récemment, on peut quand même se réjouir pour le parti du fait que il est finalement parvenu à pouvoir remplir les conditions qu'il faut pour pouvoir aller aux prochaines joutes électorales pour ce qui concerne les législatives. D'accord. Et donc, je pense pour ma part que déjà ce qu'on peut déjà dire, c'est que la Sénat a fait son travail du début jusqu'ici en toute transparence. Et donc, le fait que ces partis-là puissent quand même se retrouver à être retenus provisoirement pour les élections législatives, cela montre que les partis ont satisfait aux différents critères qui sont fixés pour pouvoir prendre part à ces élections. Alors, on se demande cette fois-ci qu'est-ce qui a été le secret du parti de l'opposition, puisqu'on note que la Sénat n'a pas trouvé grand-chose à leur reprocher. Ils ont eu de difficultés pour la présidentielle, même chose pour les communales, mais cette fois-ci, ils sont passés sans grande difficulté, si on peut se permettre. Voilà, quand on lit quand même cette décision 039 de la Commission électorale nationale autonome, on découvre que déjà dès le départ, le parti Les Démocrates avait déjà fourni
de façon complète les dossiers. Parce que quand vous lisez la décision, vous voyez qu'il n'y avait pas d'observation qui avait été faite, que les dossiers fournis étaient au complet. Donc, à l'instar des partis comme Union progressiste Le Renouveau, le Bloc républicain et puis le parti FCBE, c'était juste Moël Bénin qui avait des dossiers à compléter. Et puis GSR, dont ces dossiers ont été, ces listes de candidatures sont déclarées irrecevables. Et donc, on pourrait dire que les responsables, on ne pourrait pas dire que pour les autres échéances qui ne s'étaient pas mis au travail, mais on pourrait dire que les responsables ont tiré peut-être leçon de tout ce qui s'est passé parce qu'il y a une certaine énergie qui a été dépensée énormément pour la présidentielle parce que des recours à la suite de l'invalidation et puis les communales sont passées par là, il y a eu des retraits dans d'autres localités, ce qui a mis à mal quand même ces dossiers de candidature au niveau donc du parti d'opposition Les Démocrates. Aujourd'hui, on parle des législatives parce que c'est 218 candidatures en termes de titulaires et de suppléants. Donc, on pourrait dire que ce n'est pas si colossal, hein, mais c'est toujours important. C'est quand même important. C'est toujours important. Donc, il y a eu une certaine responsabilité, il y a plus d'engagement, il y a plus de sérieux, véritablement. Et je crois que les résultats sont là aujourd'hui. D'accord. Alors, juste à Capro, est-ce qu'il faut dire que le parti de l'opposition, les démocrates, c'est beaucoup plus préparé pour les législatives plutôt que pour la présidentielle et les communales? Dire cela, ce serait jeter du discrédit sur ce que les responsables du parti ont mené comme effort jusqu'ici, parce que un parti ne peut pas, de cette envergure-là, ne peut pas décider de focaliser son énergie ou son attention sur une seule élection, et une seule élection, parce que mais c'est possible, on a vu la grande solidarité républicaine, GSR, n'est-ce pas, la présidentielle, les communales, même chose, et ne venir que se présenter par rapport à ce parti, les législatives. La lecture que moi je peux faire tout de suite, c'est vrai que je ne suis pas au sein du parti, ce n'est qu'une supputation, mais la lecture que je peux faire, c'est le fait que il est dit dans la loi que si vous n'allez pas aux élections, vous ne vous présentez pas aux joutes électorales pendant un certain nombre de fois, votre parti est appelé à disparaître. D'accord. Donc vous pensez que c'est pour ma part, moi je pense que c'est question de remplir cette formalité. D'accord. D'accord. On évolue alors sur ma question où je cherchais à savoir, est-ce qu'on peut dire que les démocrates se sont beaucoup plus préparés pour ces élections législatives plutôt que pour les autres fois, la présidentielle et la communale? Alors, je dirais que ce qui va aussi beaucoup plus en faveur du parti, c'est le fait que pour les critères qu'il faut, les conditions qu'il faut remplir pour pouvoir se présenter aux élections législatives sont quand même beaucoup moins corsés que ce qu'il y a eu au niveau du dépôt de candidature pour les élections présidentielles et ce qu'il y a eu aussi au niveau des communales. Et donc, je trouve quand même qu'à ce niveau, pour les élections législatives, il y a moins de... Je ne dis pas qu'il n'y a pas de défis, il y a moins de défis en termes de constitution de pièces et de dépôt de pièces et tout ça. Donc tout ça a milité en leur faveur. Non, je dis que la présidentielle, ce n'est que deux personnes. Ce n'est que deux personnes, mais vous et moi, on a vu ce qui s'est passé. En effet. Je ne voudrais pas revenir sur les faits. C'est ça. Alors, et pour... L'autre chose que je voudrais ajouter pour finir, c'est le fait que je pense que je disais ça tout récemment, je ne sais pas si c'est sur ce plateau, mais je disais ça quelque part, que c'est lors du dépôt de candidature pour les élections législatives qu'on va véritablement remarquer si le parti ou les responsables du parti, les démocrates, ont retenu suffisamment de leçons par rapport à ce qu'ils ont vécu tout récemment. Donc je pense qu'ils ont retenu les leçons. Qui estime que bon, ils ont pu tirer leçons. Alors, je voudrais, par rapport à la question que vous avez quand même fait à Juste Capro, ce serait peut-être insulter l'intelligence et la sagesse des responsables du parti, les démocrates,
en disant, en affirmant qu'ils se préparent en réalité pour les législatives. Ce n'est pas le cas. Parce que quand vous voyez le mécanisme qui a été mis en place, quand vous voyez un certain nombre de choses qui ont été faites avant, donc la phase des différents dépôts de dossiers de candidature pour les différentes élections, vous voyez que le parti s'est bien préparé. Seulement qu'il y a eu quand même des le parti s'est préparé, bien préparé, on se dit, non, c'est bien préparé, attendez, je ne peux pas avoir 28 parrainages, s'il vous plaît, et avoir mis les garde-fous et penser que un pourrait à la dernière minute retirer son parrainage. Et donc, franchement, cette éventualité, c'est-à-dire quand vous voyez tout ce qui a été fait. Finalement, on rappelle les faits. Oui, parce qu'il est important, de le dire. Vous estimez que c'est un détail sur lequel le parti n'a pas tenu compte. Mais ou bien n'a pas fait attention. Comment vous avez 28 parrainages, et comment vous pouvez imaginer une fois qu'un des parrains puisse se prévaloir de son titre de parrain et pouvoir retirer au parti le droit d'aller aux élections. Donc, ce que je dis, c'est tout simplement que le parti s'est préparé à toutes les élections. Vous comprenez? Et donc, il y a des faits qui sont... il y a eu des impondérables, pour ne pas dire, je dirais, des imprévus. Voilà. D'accord. Pour moi, c'est insultant peut-être de dire que, au regard de ce que nous avons aujourd'hui, que le parti s'est préparé seulement pour les législatives. On ne va pas aux élections parce qu'on est en train de parler quand même de 7 ans désormais. Et donc... Et mieux, 14 ans. 14 ans. Et donc, si on parvenait à renouveler. Je vois votre analyse. Merci beaucoup, Romiad. Je vais retourner la question que je voudrais vous faire très rapidement à 4 mots pour se dire, au-delà des réjouissances aujourd'hui, parce qu'on est quelque peu content dans le rang des militants et autres. En tout cas, sur les réseaux sociaux, on a senti cette forme d'enthousiasme des militants avec la présence sur la liste du parti LD. On se dit, au-delà donc de cette réjouissance, au-delà des récriminations, également, il faut faire place au jeu, sinon à la bataille sur le terrain. Quels sont les défis qui, selon vous, se présentent aux différentes formations politiques? On peut aller pêle-mêle si vous souhaitez. Je ne voudrais pas paraître pessimiste, mais je suis obligé quand même de faire part de ce que nous constatons dans la réalité. Donc, je m'en vais dire que la bataille sera très dure. Waouh! Oui. Pourquoi je le dis? Déjà, le nombre de partis qui sont en train d'aller aux élections, les partis qui sont en train d'aller aux élections. On en a 5 au total. Donc, quand on regarde 2 de l'opposition. Exactement. Quand on regarde le nombre, c'est déjà un élément. L'autre chose, c'est que pour les élections, c'est l'expérience des 20% par circonscription électorale qui va être désormais faite. Ce qui n'a jamais été le cas par le passé. Et donc, c'est une expérience pratiquement pour toutes les formations politiques en compétition. Et donc, ça va leur permettre de pouvoir jauger correctement leurs forces sur le terrain en termes de mobilisation et de militantisme et tout ça. Et l'autre chose, c'est le fait que contrairement à par exemple à une élection présidentielle où on ne voit que la tête d'une seule personne pour pouvoir exprimer son vote, et au niveau des élections législatives, les votes se font souvent en regardant les gens qui sont positionnés par exemple sur les têtes de liste, et à ce niveau-là, très souvent, de façon générale, ce qu'on remarque, c'est que les gens vont vouloir quand même regarder d'abord la personne qui est positionnée et non le parti. D'accord. Donc, ce qui voudra dire que aucun parti ne pas favori par rapport à ces prochaines élections. Vous avez dit que ce sont des élections de proximité. Exactement. Donc, on regardera désormais la personne qui est positionnée pour pouvoir exprimer son vote. Et beaucoup de critères entrent en ligne de mire par rapport à ça. Il y a les critères et les éléments liés à la familiarité qu'on entretient avec l'intéressé. Il y a les éléments liés aux avantages qu'on aura si la personne en venait à tirer son épingle du jeu. Et il y a l'élément lié aux
au fait que, bon, on veut quand même voir les choses changer dans sa communauté. Du fait que cet individu-là puisse quand même se présenter et aller quand même à l'Assemblée nationale pour pouvoir porter mieux la voix des gens qui sont liés. Alors, au-delà de juste Akapo, quels sont les défis qui, selon vous, se présentent à nos partis qui sont candidats à ces élections législatives? Très bien. Le premier, pour moi, c'est d'abord d'avoir le seuil national. Le seuil national, c'est bien 10%. Oui. Le seuil national. Parce que quand c'est le premier élément. Lorsque vous êtes même en accord de gouvernance et que vous n'avez pas 10% au plan national, ça ne sert à rien. Bien évidemment. Et donc, c'est comment faire ceux qui l'ont eu, les élections passées. Voilà, il faut pouvoir donc maintenir cela, le seuil national 10%. Et l'autre, c'est bien le seuil de 20% par circonscription électorale. Vous voyez, quand vous êtes en accord de gouvernance, ça pourrait être plus facile à pouvoir, parce que vous additionnez et tout ça après avoir eu le seuil national et tout cela. Mais pour ceux qui ne sont pas en accord de gouvernance, c'est encore plus dur. Vous voyez, donc vous allez... Ceux-là, on se dit qu'ils vont en toute conscience et surtout en toute confiance. Ils ont sans doute confiance ils comptent sur eux-mêmes. Puisque ce n'est pas une obligation. Soit vous pouvez faire l'accord de gouvernance ou de coalition parlementaire ou vous ne le faites pas. L'autre chose également, on pourrait dire que c'est tout de même la proximité est importante. C'est vrai que le parti également est appelé. On vote pour le parti. Oui, d'abord, c'est vrai, c'est une élection de proximité, mais on vote pour le parti parce qu'en réalité, c'est le parti d'abord. Vous comprenez? Et après, il y a quand même le critère de proximité. Mais n'oubliez pas, il y a un défi pour des partis dans lesquels il y a eu, je sais que partout dans les partis, c'est plus ou moins visible peut-être au niveau du parti Moël Bénin, où on ne va pas voir trop de frustration. Mais n'oubliez pas que dans les grands blocs, il y a énormément de frustration par rapport au positionnement. Et donc, l'autre défi, c'est comment on gère les frustrations issues de ces positionnements. Parce qu'en réalité... Pourquoi telle personne n'est pas revenue? Pourquoi c'est telle qu'on nous présente alors qu'on aurait préféré telle... Parce que si on ne relève pas ce défi, les fâchés pourraient faire des contre-campagnes. C'est-à-dire travailler contre leur propre camp. Parti. Et pourtant, ils n'ont pas démissionné à visage découvert. Effectivement, des personnes ont été sautées parce qu'en réalité, on leur reproche un certain nombre de choses ou bien on compte sur d'autres pour pouvoir mieux avoir une meilleure performance. Aussi préparer la relève. Exactement. Les raisons sont multiples. Donc la classe politique aussi, un certain nombre de choses. Mais attention aux fâchés. Les fâchés peuvent vouloir montrer que oui, vous nous avez écartés, mais on va vous démontrer on n'a pas encore dit notre dernier mot. Exactement. Donc, il y a le défi de la gestion, d'une meilleure gestion des frustrations issues des positionnements pour que les partis politiques soient toujours soutenables, stables, véritablement pour avoir les meilleures performances. Et je trouve que il y a aussi le défi de cette participation des électeurs. Parce qu'en réalité, si les gens ne sortent pas pour voter pour vous, même si c'est une élection de proximité, si les gens ne sortent pas pour voter pour vous, ça met à mal, bien évidemment, le parti politique. Mais n'oubliez pas qu'il y a des partis politiques qui sont là pour jouer les trouphettes. Pour jouer les trouphettes. D'accord. Alors, on dirait que vous êtes dans le secret, de Dieu. Mais moi, ma question cette fois-ci, c'est de savoir quel est le narratif que vont utiliser les partis de la mouvance. On en a 3 sur le terrain: Bloc républicain, Union progressiste sur le renouveau, Moël Bénin. On sait que tous soutiennent les actions du gouvernement. Certains vont vouloir jouer, je dirais, sur les réalisations et autres sur des promesses à venir, mais il faut se challenger sur le même terrain. Comment on arrive à faire une opération pareille? Alors, avant de pouvoir répondre à la question, je voudrais aussi préciser le fait que on ne doit pas occulter le fait que les partis ont à partager 5,3 millions d'électeurs. En effet. Ce qui est quand même minime par rapport à l'effectif que nous faisons de façon générale sur le plan national. En tout cas, on parle de ceux qui sont inscrits. Ceux qui ont l'âge de voter, ceux qui sont inscrits. Exactement. Donc, ce qui fait que et c'est pour ça que j'abordais le nombre de partis qui sont en train d'aller aux prochaines élections législatives. Parce qu'on assistera aussi à un certain émiettement par rapport à des voix.
Et donc, pour en venir à la question que vous venez de me poser, je dirais que vous avez même déjà commencé par évoquer l'un des pans sur lesquels les membres des partis de la mouvance vont quand même s'atteler pour pouvoir aller convaincre les électeurs sur le terrain. Le principal élément, ce sera par rapport aux réalisations déjà faites par le gouvernement et jusqu'ici. Et ce qui va se passer aussi fondamentalement, c'est le fait que les gens iront jusqu'à prendre juste des éléments qui se trouvent tout juste dans les communautés et devant le peuple qui au bas niveau. Donc, alors, quand trois partis tiennent, je dirais, le même discours, comment on arrive à les départager? Parce que Mouel Bénin dira les mêmes choses, pratiquement, comment dire, Union progressiste, le renouveau dira la même chose, le bloc républicain. On se dit, si c'est ça, pourquoi vous ne constituez pas un seul bloc pour venir? Qui on va choisir parmi vous quand vous nous promettez pratiquement les mêmes choses, quand vous nous rappelez les réalisations, quand vous nous promettez que bon, telle chose vont changer, vont s'améliorer? C'est là que viendra l'aspect qui est lié aux actions ou à ce qu'ont déjà réalisé. Aux actions, aux individualités. Exactement. On va voir la moralité qu'on connaît à chaque personne positionnée. À chaque acteur positionné. Vous avez, je dirais, le secret, comment les partis politiques qui soutiennent la mouvance, n'est-ce pas, qui iront sans doute vous vendre le bilan du régime en exercice, qui iront, je dirais, faire les promesses pour la continuité et tout ce qui va avec. On se dit, mais quand même, comment on arrive à les départager, surtout quand on a affaire à des communautés majoritairement analphabètes? Je voudrais d'abord rassurer les uns les autres de ce qu'ils ne tiendront pas les mêmes discours. Parce que là, on est en train de parler quand même de la 10e législature. On est en train de parler d'un haut lieu de la politique, de là où on fabrique, en griffe, les lois. Parce qu'en réalité, là, si vous tenez devant les populations, c'est vrai, elles sont peut-être analphabètes, mais elles ne sont pas connes. Elles sont pas et donc, analphabètes, mais pas bêtes. Exactement. Et donc, là, on n'est pas en train de parler de l'élection présidentielle où vous allez présenter le bilan de Patrice Talon. Vous comprenez? Vous êtes là pour pouvoir parler de la production législative. Qu'est-ce qui a été fait? Moi, en tant que membre du parti, donc Union progressiste, le renouveau, pendant les 3 ans de transition pour cette législature-là passée, qu'est-ce que nous avons apporté en termes de lois? Quelles sont les lois que nous avons votées? Nous avons contribué à pouvoir voter, à adopter pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Il y a eu des lois. Mais si c'est déjà fait, on se dit, bon, allez vous reposer un peu, permettez à d'autres de c'est-à-dire que, non, si vous ne dites pas ce que vous avez déjà fait, et votre capacité à faire mieux, voilà, nous avons déjà fait ceci, nous promettons faire ceci. Si vous nous donnez votre suffrage, nous pouvons faire telle autre chose. Et donc, vous voyez, Mouel Bénin ne se retrouve pas au Parlement. Il y a certainement des lois qui ont été votées par les élus de la 9e législature qui pourraient être mieux peaufinées. Mouel Bénin peut penser, j'ai déjà quand même écouté le premier responsable de Mouel Bénin qui a eu un certain nombre de réflexions sur un certain nombre d'instruments. S'ils étaient au Parlement, ils auraient pu faire ici, ils auraient pu faire telle chose. Et donc, pour les partis d'opposition, pour les partis qui ne se sont pas retrouvés au Parlement comme FCBE, Mouel Bénin, certainement ils ont des discours différents, vous comprenez? Par exemple, même quand vous prenez le parti Les Démocrates, c'est vrai que vous parlez des partis de la mouvance pour l'instant. Oui, mais vous avez déjà entendu le chef de la majorité qui dit que oui, Bloc républicain, Union progressiste, le renouveau, ils sont les mêmes, mais à l'interne, il y a des contradictions. Il y a des débats qui se mènent. Ce n'est pas parce que nous sommes, même les jumeaux, quand ils viennent du même ventre, mais ils n'ont peut-être pas la même appréhension. Le coup de poing entre eux, ça ne manque pas. Et donc le discours ne sera pas le même. Alors, est-ce que le narratif va changer cette fois-ci au niveau du parti Les Démocrates, l'opposition qui, n'est-ce pas, en 2023 avait posé le problème de libération des détenus, le retour des exilés politiques et autres. Bref, ça avait été, doit dire, le cheval de bataille, pour ne pas dire le thème de campagne en son temps du parti Les Démocrates. Est-ce que vous pensez que les choses vont changer ou bien on va encore surfer, je dirais, sur ces détails à l'effet d'avoir la sympathie des communautés, des populations à la base?
Écoutez, ça fait partie des principaux éléments sur lesquels le parti s'attable souvent pour pouvoir mener son discours envers la population. Donc, moi, je pense que cet élément-là reviendra. Ça reviendra à coup sûr. Et l'autre chose que les membres du parti vont encore utiliser pour enfoncer correctement le clou, c'est le fait qu'ils iront dire à la population qu'ils ont essayé. Ils ont essayé d'implorer la clémence du chef de l'État pour pouvoir obtenir la libération de nouvelles personnes, mais qu'ils n'ont pas pu. Ils vont jouer sur cette carte. Mais ça veut dire qu'ils ont échoué. Ça veut dire qu'ils ont échoué. Si vous proposez une mission, vous vous engagez dans une mission et qu'à la fin, n'est-ce pas, vous revenez encore pleurnicher face aux mêmes populations auxquelles vous avez promis, je dirais, libérer les gens, ça veut dire que bon, vous n'avez pas réussi votre mission. Et c'est là qu'ils diront que si les gens votent beaucoup plus massivement pour eux, ils auront la majorité très bien. Pour pouvoir mieux actionner les leviers au Parlement. Leur nombre augmente à l'Assemblée, plus exactement, donc ils vont pouvoir jouer sur ça. L'autre chose qu'ils ne vont pas aussi occulter, c'est par rapport aux récents événements qu'il y a eu. Ils vont, lesquels par exemple? Je parle par exemple du retrait de parrainage par l'un des leurs. D'accord. Je parle du fait qu'ils n'ont pas pu se présenter pour les élections communales. Ils vont continuer par jeter le tort sur la mouvance parce qu'ils avaient déjà commencé. Donc, moi, je pense pour ma part. Alors, quand on positionne quelqu'un à qui on ne peut plus faire confiance, ça pose problème. C'est eux-mêmes qui avaient proposé, je dirais, leur candidat, celui dont vous parlez, en ce qui concerne le parrainage. On lui a fait confiance, on a voté pour lui. Donc, le problème, c'est encore une fois à l'interne. On aurait pu peut-être poser quelqu'un qui, à tout moment, quand on va lui réclamer le parrainage, il pourrait donner sans hésiter. Allez, on va y revenir. Alors, ma question à vous, Romia Daroui, c'est de savoir, sur le terrain, puisque oui, il y a des zones qui sont reconnues comme les fiefs de l'opposition, d'autres reconnues comme les fiefs 100% de la mouvance, mais dans chacune de ces localités, de ces régions et autres, l'opposition devra elle aussi aller, parce qu'il y a, comme vous l'avez souligné, le défi des 20%. Il faut aller se faire entendre, il faut aller passer le message qu'il faut. Donc, on ira batailler ou pêcher des poissons dans les mêmes eaux que le camp de la mouvance. Comment vous voyez l'opération sur le terrain? C'est indubitablement une opération, on pourrait dire, zéro place où nul ne passe et repasse. Parce que en réalité, il faut pouvoir parcourir toutes les 24 circonscriptions électorales, d'accord? Et donc, vous avez 546 arrondissements, nous avons 77 communes, 12 départements. Et donc, il faut sillonner partout parce que c'est l'élu de la nation. On ne parle pas forcément de l'élu de telle circonscription, parce que vous devenez l'élu de la nation en tant que député. Et donc, il faut pouvoir batailler dur, véritablement, apporter ce qui relève de votre discours pour que les populations puissent vous faire confiance, voter pour vous, véritablement voter pour le parti politique. Et franchement, je crois que le narratif pour les partis politiques, on essaie d'imaginer en tant que journaliste, en tant qu'analyste, on essaie d'imaginer les discours qui pourraient peut-être atteindre la population. Vous comprenez? Quand on est membre de l'opposition, ne refusez pas l'opposition de trouver un bouc émissaire qui est de la mouvance. En effet. Ou qui est de c'est aussi stratégique. Et ça marche dans certains des cas. Parce qu'en réalité, parfois dans beaucoup de cas. Non, ils vous diront que nous avons effectivement, nous avions proposé que lorsque nous irons au Parlement, on va contribuer à libérer les nôtres. Nous n'avons pas eu... Nous avons déposé une proposition de loi d'amnistie qui n'a pas prospéré. Et qui a eu le destin que nous connaissons. Et bien évidemment. Et donc, si nous sommes nombreux, certainement on va pencher sur la balance et puis on va pouvoir... Donc faites-nous confiance une fois de plus. Non, vous savez, vous ne devez pas être choqué que ce narratif soit tenu. Parce qu'en réalité, est-ce que ce n'est pas vrai? C'est quand même humain. Eh bien, il y a la loi de la majorité. Quand vous êtes en minorité, qu'est-ce que vous pouvez faire? Et donc, certainement, ils ne vont pas se baser seulement sur ce discours. Il y a quand même bien d'autres également. Mais n'oubliez pas, ce serait quand même dur
parce que franchement, les électeurs béninois, il y a certains qui sont exigeants. Il y a d'autres qui parlent, mais qui n'ont même pas de carte d'électeur, comme on le dit. Alors, est-ce que ça ne devient pas trop pour, je dirais, les populations? Quand le matin, peut-être c'est la mouvance qui passe, à midi, c'est l'opposition qui passe le soir, hein, c'est les deux à la fois qui reviennent, je dirais, rabâcher les oreilles avec du beau par ici, de la méchanceté de par là. Bref, on fait peu de tout pour avoir cet amour, cette sympathie des populations. Est-ce qu'à un moment donné, vraiment, les populations ne se sentiront pas un peu surchargées? Parce que là, ça devient trop, hein, vous-même vous l'avez souligné, c'est 5 partis politiques. Ce qui n'est quand même pas minime. Mais je pense qu'ils vont pouvoir, au niveau des partis, ils vont pouvoir aussi s'organiser convenablement pour que leur message puisse aussi mieux passer. Mais je pense que cela ne constituerait pas un élément d'ennui pour la population parce que elle est prête à transformer ses oreilles en dépotoir de ces gens de propos, parce de ces gens de discours c'est politiques. souvent à ce rendez-vous-là que la population attend toujours les élus pour en quelque sorte je vais le dire comme ça, entre griffes, sanctionner ce que les partis ont déjà fait ont déjà mené comme action jusque-là. Et donc, je pense que la population prendra du plaisir à les écouter. Juste à tantôt, merci. Nous-mêmes, on a pris du plaisir à vous écouter. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. On se retrouve demain à 20h pour partager avec vous le reste de l'actualité. Allez, portez-vous bien.